Alors les rhumatismes, on parle de tout ce qui va avoir une action au niveau du système locomoteur, que ce soit au niveau des articulations, au niveau des os, au niveau des muscles, tout ce qui va créer des douleurs et créer un manque de flexibilité. Donc ça englobe tout type de rhumatisme. D'ailleurs, il y en a 4 qu'on va mettre de l'avant. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé et pour à votre santé naturelle ce matin, puisque je reçois Loïc Ternisien. Bonjour et bienvenue Loïc. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ravi de vous revoir, naturopathe et énergéticien et depuis cofondateur du CEEC. Alors c'est Congrès des états élargis de conscience. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que ça Alors le Congrès des états élargis de conscience, c'est un congrès qui a lieu du 9 au 13 octobre en ligne sur internet et c'est un congrès dans lequel on a souhaité, avec mon cofondateur qui s'appelle lui aussi Loïc, on a souhaité mettre de l'avant des experts, des chercheurs, des docteurs, mais aussi des expérienceurs qui travaillent dans le domaine de la conscience. Et l'objectif, c'est d'essayer de donner des outils à tout le monde pour comprendre qu'est-ce que dit la recherche par rapport à la conscience et surtout qu'est-ce que ça peut nous apporter sur le plan médical, sur le plan sociétal, etc. Donc on a plein de grands noms comme Olivier Chambon, Mario Beauregard, Françoise Nallet, Nicolas Fraisse. Alors c'est quoi leur spécialité? Parce qu'il faut expliquer qu'en fait c'est vraiment des gens qui viennent de tous les univers, de tous les horizons. Il y a plein d'horizons différentes. Si on prend Olivier Chambon, il est médecin psychiatre. On a Ansgar Rougemont qui est médecin psychiatre suisse. On a Françoise Nallet qui fait de la mémoire cellulaire. On a Nicolas Fraisse. Qui sera bientôt là d'ailleurs, Françoise Nallet. Ah, elle est formidable. Ouais, elle est incroyable. Elle est vraiment. Nicolas Fraisse aussi, que je vous encourage à recevoir parce que c'est un expérienceur qui lui fait des expériences de sortir du corps depuis sa naissance quasiment. On a Dominique Vallée qui est médium, qui vient nous parler en fait de la médiumnité et un petit peu comme des chercheurs. On a Jean-Jacques Charbonnier qui vient nous parler de l'hypnose, de la TCH. On a un autre hypnothérapeute. On a Mario Beauregard qui est docteur en neurosciences québécois, qui vient nous parler de ses travaux de recherche dont l'holosynthèse. Et il y a une expérience d'holosynthèse pour les personnes qui participeront au congrès. Donc on a vraiment... C'est votre truc ça en plus. Ouais, c'est vraiment mon dada et on a vraiment réussi à avoir la perle de la perle des experts. Donc pour toutes les personnes qui se posent des questions pour le côté un peu métaphysique et qu'est-ce qui se passerait de l'autre côté et comment déployer nos capacités du cerveau, eh bien ça se passe dans quelques semaines, du 9 au 13 en ligne. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez les états élargis de conscience ? Eh bien, les états élargis de conscience, c'est ces états que l'on peut considérer comme étant non ordinaires, dans lesquels, mais qui finalement le sont, et on le voit pendant le congrès, c'est ces moments où on a accès à d'autres perceptions que celles de notre conscience normale. Je vais m'expliquer. En gros, c'est comme si notre cerveau était bridé, un petit peu comme un modem en 56K pour les vintage qui nous écoutent, et que à partir du moment où on est dans un état élargi de conscience, c'est comme si on était branché à la DSL ou même à la fibre, et on arrive à capter d'autres informations. Et ça, ça nous arrive tout le temps au quotidien, et on se rend compte que les gens qui font des expériences de sortir du corps, des expériences de mort imminente, les médiums, les personnes qui vont aussi faire la prière peuvent rentrer dans ces états où ils vont rentrer dans des états d'extase. Oui, cet état de conscience dit modifié. Voilà, oui, tout à fait modifié, où nous on a choisi de mettre élargi. Oui, mais bon. Mais modifié, parce qu'en fait il existe c'est une forme de transe, enfin. C'était une forme de transe, parce qu'il existe des états de conscience qui sont plus refermés, comme par exemple l'alcool peut avoir tendance à nous renfermer sur nous-mêmes, à réduire notre champ de vision. C'est un petit peu comme nos yeux, c'est comme si on voyait plus lorsqu'on est dans l'élargie. Est-ce que vous aurez un chaman ? Alors, il y a quelqu'un qui vient faire du tambour. Je ne citerai pas son nom parce qu'il est en face de vous. Mais de chaman à proprement parler, oui, nous avons des uniqueens, donc des peuples qui vivent en Amazonie. On a eu la chance de pouvoir les rencontrer et parler avec eux de certaines de leurs pratiques et de leur médecine. Donc oui, on brasse très très large entre les chercheurs et les autochtones. Alors, c'est une série de conférences qui seront en ligne, mais c'est en direct également ? Alors, toutes les conférences sont en ligne. Elles ont toutes été préenregistrées. D'accord. Et pour les personnes qui ne seraient pas dispo entre le 9 et le 13 octobre, eh bien, sachez qu'il y a 3 mois de replay. Donc d'accord. Ah oui, d'accord. C'est disponible pendant... En fait, en temps réel, on va relarguer les différentes vidéos et les différents contenus à ce moment-là. Et ensuite, les personnes qui n'ont pas le temps auront le temps de le regarder pendant 3 mois. C'est comme si c'était du direct, mais en fait, on a déjà tout enregistré parce que c'était beaucoup plus simple. Pour avoir ces gens-là en même moment, à la même heure. Ouais, et puis ça fait plus de 12 mois qu'on travaille dessus, parce que y a des personnes qui sont qui ont été tournées en studio, il y a des personnes qu'on a enregistrées en podcast, parce que par rapport à leur emploi du temps. Donc pour réussir à avoir tout ce panel dont on est très fiers, il a fallu faire preuve de beaucoup de flexibilité. Bien, comment on fait pour s'inscrire en fait ? Eh bien, on s'inscrit sur
congrès-conscience.com. Et là, il y a tout le planning, c'est directement sur Internet, il y a tout le planning, il y a tous les invités, il y a tout ce que vous allez retrouver. On va aussi parler de psychédéliques, bien entendu. Il y a Olivier Chambon qui nous parle de la kétamine sur le plan médical, et les capacités. C'est un sujet très à la mode. Très à la mode, mais on voit que c'est utilisé pour soigner certaines dépressions. Enfin voilà, nous, ce qui nous a intéressé, c'est les études. Que disent la science? Et on a même 4 chercheurs, parce que voilà, il y a 4 chercheurs, et qui viennent nous parler en fait des états de la recherche sur les expériences de mort imminente, par exemple. Comment est-ce qu'on peut accompagner en oncologie avec l'hypnose? Voilà, on a vraiment voulu que ce soit pas perché. On voulait que ce soit vraiment concret et qu'on ait des scientifiques. Avec une mise au point sur les dernières recherches sur la conscience. Voilà. Bien. Donc, on peut s'inscrire donc sur le site, et on rappelle donc la date, c'est du 9 au 13 octobre 2024. Ouais. On va parler des rhumatismes avec vous ce matin, puisque vous avez votre propre collection chez Gédu. Ouais, ça s'appelle En finir naturellement. Et là, c'est avec les rhumatismes, voilà, aux éditions Gédu. Donc, vous avez de la chance. À chaque fois, il y a un rappel un petit peu sur ce que c'est que la naturopathie. Et vous rappelez que la naturopathie ne se substitue pas à une consultation chez le médecin. Et ça, jamais. C'est important de le dire. Ouais, parce qu'en fait, on est sur le papier, on est censé travailler main dans la main. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la naturopathie. Et il y a des choses que le naturopathe n'a pas le droit de faire, comme donner ou poser des diagnostics. Il n'a pas le droit de modifier le traitement médical d'une personne. Donc, on ne se substitue pas à ça. Par contre, on doit savoir travailler avec ça et travailler avec le médecin. Voilà, en termes de rhumatisme, c'est savoir comment le naturopathe peut soulager certains troubles grâce à sa boîte à outils, en fait. C'est ça. Et en fait, le but du livre, c'est vraiment de reprendre toutes les bases et de se dire qu'est-ce que je peux faire moi qui ai des rhumatismes dans mon quotidien pour essayer d'améliorer, quels sont les compléments ou les plantes que je peux prendre pour peut-être soulager sans médicaments, ou pour les personnes qui prennent déjà des médicaments avec le médecin, faire en sorte peut-être d'avoir à en prendre moins et de voir avec le médecin pour pouvoir adapter ces protocoles. Alors certains vont se dire, ils répètent toujours la même chose, mais vous dites toujours, vous dites que ça commence toujours par l'hygiène. Oui, je répète, mais je commence à me faire vieux, j'en radote tout le temps. Non, mais c'est vrai que finalement, à la base, il y a ça. Il y a quand même cette question, il y a du travail à faire sur soi. C'est toujours à travailler sur soi. Oui, bien sûr, parce que, et ça, c'est vrai que je le répète depuis 11 ans sur les réseaux sociaux, et que je sais que je suis chiant avec ça, parce que beaucoup de personnes s'attendent à des pilules miracles ou des remèdes miracles, et pourtant, en fait... Même s'il y en a. Il y a vos ordonnances naturopathiques, et on va les voir tout à l'heure. Dans le bouquin, il y en a clairement, mais... parfois il n'y en a pas besoin. Et en fait, si on a des rhumatismes par exemple, mais qu'on mange du junk food toute la semaine, c'est sûr qu'on aura plus d'inflammation, donc c'est sûr qu'on aura plus mal. Donc déjà, adapter notre quotidien en fonction de nos symptômes permettra de réduire nos symptômes. Puis moi, j'ai déjà vu des cas de symptômes qui ont complètement disparu en ne prenant rien d'autre qu'en changeant ses habitudes. Juste ses habitudes de vie. Oui. Quand on parle de rhumatisme, de quoi parle-t-on, Loïc ? Alors les rhumatismes, on parle de tout ce qui va avoir une action au niveau du système locomoteur, que ce soit au niveau des articulations, au niveau des os, au niveau des muscles, tout ce qui va créer des douleurs et créer un manque de flexibilité. Donc ça englobe tout type de rhumatisme. D'ailleurs, il y en a 4 qu'on va mettre de l'avant. Les rhumatismes dégénératifs, ça c'est vraiment lié à l'âge ou lié à la mécanique, donc on va être plus dans l'arthrose. On va avoir les rhumatismes d'ordre inflammatoire. Là, on va plutôt être sur la polyarthrite rhumatoïde. Quand c'est inflammatoire, il y a un IT. Donc arthrite, polyarthrite rhumatoïde. Ensuite, on a... Terriblement douloureuse. Très douloureux. On a les maladies systémiques rhumatismales. Là, on peut penser au lupus érythémateux. Et en dernier, on a tout ce qui va toucher les tissus mous. Et c'est là qu'on commence à parler de la fibromyalgie, qui est un déséquilibre qui maintenant est quand même assez reconnu. Et tout ça, c'est englobé dans les rhumatismes. Ça nous empêche d'avancer. Alors avant, quand on parlait de rhumatisme, on pensait à des personnes qui étaient quand même assez âgées. Alors que finalement, les rhumatismes ne sont pas forcément une question d'âge. Non, et puis plus le temps passe, plus on voit des rhumatismes arriver jeunes, et même des rhumatismes dégénératifs que l'on voit jeunes. C'est assez simple. Si on prend quelqu'un, je ne citerai pas son nom, il est en face de vous, qui a une condition physique au niveau vertébral qui fait que toutes les vertèbres ne sont pas tout à fait alignées, eh bien, on se retrouve avec un manque de flexibilité mécanique, un manque d'alignement qui fait que dès le plus jeune âge, on peut avoir mal au dos, on peut avoir un début d'arthrose autour de la vingtaine ou de la trentaine, juste parce que sur le plan mécanique, les os sont pas super alignés. Bon, moi c'est ce que j'ai vécu et pourtant j'étais jeune. Après, des maladies inflammatoires de type rhumatisme comme la polyarthrite rhumatoïde, on le voit maintenant chez les jeunes parce que l'hygiène de vie plus en plus, c'est incroyable. De pire en pire. Mais avoir mal au dos
peut faire partie des rhumatismes. Et si on est tendu sans arrêt, tous nos muscles se crispent, on a mal au dos, ça peut rentrer dans cette catégorie-là. Vous posez une question dans votre livre, c'est les rhumatismes sont-ils mortels ? Parce qu'on se... Alors pourquoi poser cette question ? Parce qu'il y a des personnes qui se la posent, en fait, parce que le niveau de douleur peut être très élevé quand on a des rhumatismes. Et le rhumatisme en lui-même le sera pas nécessairement, mais par contre les conséquences au rhumatisme, en fonction de l'âge, en fonction du niveau de douleur, en fonction du type de rhumatisme aussi, peut avoir comme conséquence un affaiblissement de l'organisme. Mortel en tant que tel. Ouais, non, voilà, ouais. Alors non, mortel en tant que tel, c'est pas parce que j'ai mal au coude que je vais en mourir. Alors, quels sont les rhumatismes les plus courants aujourd'hui ? Alors, les rhumatismes que l'on va avoir les plus courants, on va avoir déjà tout ce qui va être dégénératif, avec l'arthrose. Ça, c'est ce que l'on disait, lié à l'âge. On voit aussi tout ce qui va être arthrite. En fait, les 4 types de rhumatismes, on les retrouve maintenant. C'est quoi la différence entre arthrose et arthrite ? Parce qu'il y a souvent cette différence entre les deux. Alors déjà, dans les deux, il y a un final qui est différent. C'est it. Et en fait, la différence, c'est que l'arthrose ne va pas lancer... ce n'est pas inflammatoire de base. Il peut y avoir de l'inflammation dans les cas d'arthrose, mais ce n'est pas l'inflammation qui va créer le problème. Par contre, arthrite, on va avoir de l'inflammation. Et il y a juste à regarder, si on se pose la question, j'ai de l'arthrose ou j'ai de l'arthrite, la question qu'on peut déjà se poser, c'est est-ce que ça me réveille la nuit ? L'arthrose ne réveillera pas la nuit. L'arthrite peut réveiller la nuit de douleur. L'arthrose, en général, ça demande le dégrippage matinal, mais qui, à partir du moment où le dégrippage est fait, la journée va bien se faire. Par contre, quand on va utiliser l'articulation douloureuse, elle peut nous faire mal. L'arthrite, on va avoir par contre un dégrippage qui peut être un petit peu plus long, parce qu'on a un trouble qui est inflammatoire et qui est là tout le temps. Donc, mais le meilleur indice, c'est vraiment la nuit. Si vous êtes réveillé la nuit par la douleur au niveau du genou, vous êtes plutôt tendance d'être dans l'arthrite que d'être dans l'arthrose. Alors, quelle différence faites-vous, Loïc, entre la thyroïde et les rhumatismes ? Alors, différence ou gros lien qui se fait entre les deux. Gros lien. En fait, pour faire bref, la thyroïde agit, c'est un peu notre chef d'orchestre de toutes les hormones qu'il y a dans le corps. Et en fait, il y a des personnes qui vont avoir des douleurs rhumatismales le matin, de type rhumatismal le matin, avoir besoin de déverrouiller, alors qu'en fait, c'est un déséquilibre thyroïdien et ils peuvent être hypothyroïdiens. Ça fait partie des symptômes que l'on va retrouver chez quelqu'un d'hypothyroïdien, se dire, moi je pose la question tout le temps, est-ce que le matin, vous avez l'impression que depuis 6 mois, vous avez pris du poids, vous avez plus de rétention d'eau, vous êtes plus fatigué, et est-ce que vous avez plus besoin de faire craquer vos articulations le matin pour déverrouiller ? En général, quand on a tous ces petits symptômes qui arrivent les uns avec les autres, on se dit, on n'est pas dans un rhumatisme, on est plus dans un déséquilibre de la thyroïde. D'accord. Est-ce qu'il faut faire craquer ces articulations ? Parce qu'il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles de pensée, et pour le coup, je ne suis pas médecin, donc c'est pas mon domaine de compétence. Il y en a qui disent qu'il faut faire craquer, et d'autres qu'il ne faut pas faire craquer. Alors là, pour le coup, c'est pas mon domaine de compétence. Est-ce que vous faites craquer vos articulations ? J'en ai une qui craque depuis que j'ai 14 ans, et je m'amuse à la faire claquer sans arrêt. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais par contre, au niveau des doigts et des mains, je trouve ça affreux. Donc moi, ça, je le fais pas. Oui, les gens qui tirent leur... c'est dégueu. Voilà. Il paraît que ça soulage, mais moi, ça me dégoûte. Alors, les articulations ont une symbolique. Quelle est la symbolique des articulations ? Alors là, c'est pas de vous. C'est pas de moi. C'est du dictionnaire des mots et des maladies. Alors là, mais c'est vrai que on a mal au dos, voilà. En fait, toutes les articulations vont avoir une symbolique différente. Donc là, je pourrais pas toutes vous les lister. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est si on prend par exemple le bas du corps nous sert à marcher, nous sert à avancer. Donc si on a un déséquilibre au niveau articulaire, au niveau du bas du corps, on peut se poser des questions de pourquoi, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? Et pareil, quand on est dans le rhumatisme, on est souvent dans une tension. Cette tension-là, elle est physique, mais au-delà de ça, émotionnellement, pourquoi on est tendu ? Qu'est-ce qui nous rigidifie, entre guillemets ? Donc ça, c'est aussi à regarder, à se dire, l'articulation, elle m'empêche de faire quoi ? Et qu'est-ce que je m'empêche de faire ? Bon, on parle des rhumatismes avec mon invité ce matin, Loïc Ternisien, qui publie En finir naturellement avec les rhumatismes. C'est chez J'ai lu, dans votre super collection. Il y en a un autre qui vient de sortir en même temps, ça s'appelle En finir naturellement avec le stress et l'anxiété, mais ça fera l'objet d'une autre émission. Alors tout à l'heure, j'ai lancé la pub avec cette femme qui s'appelle Jacqueline Lagacé. Shkoun, Jacqueline. Ouais, Jacqueline Lagacé, c'est une Québécoise qui de mémoire est microbiologiste et qui s'est intéressée aux travaux du docteur Seignalé et qui a écrit un best-seller qui s'appelle Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique grâce à l'alimentation. J'ai peut-être écorché le nom parce qu'il est un petit peu long. Ouais. Et en fait,
elle a étudié comment est-ce que notre alimentation influence nos douleurs. Et elle était atteinte d'arthrite rhumatoïde. Et en fait, elle a fait disparaître l'intégralité de ses symptômes en mettant en application l'alimentation donc signalée, qui est l'alimentation anti-inflammatoire, dont le but est donc de permettre au corps de diminuer son état inflammatoire chronique et de se régénérer. Appliqué à la lettre, il y a des grandes bases dans l'alimentation qui sont pas de gluten, pas de produits laitiers, pas de maïs, pas de soja, pas d'arachide, et certains légumes, certains modes de cuisson aussi, privilégier la vapeur douce. Et en fait, elle, au travers de son parcours personnel, elle a vu des résultats. Et donc, elle a fini par essayer de vulgariser et de pousser un petit peu plus loin les recherches du docteur Seignalé pour le vulgariser et l'expliquer au plus grand monde dans ses bouquins. Donc, il y a des livres de recettes, il y a tout ça. Voilà. Elle a eu beaucoup de succès. Le régime hypotoxique de Jean Seignalé, je regardais tout à l'heure, mais je vous ai posé la question, mais il est mort il y a 20 ans. Oui, il est mort il y a 20 ans, mais son régime, lui, perdure. Donc, comme quoi, c'est un régime un régime alimentaire, on n'est pas dans le régime d'amaigrissement, qui colle quand même pas mal avec le régime méditerranéen. Il y a quand même des liens qui sont faits entre les deux. Et le mettre en place à la lettre peut être un petit peu intense, parce que vraiment, il faut regarder plein de choses. Par contre, j'ai vu des résultats en consultation qui sont hallucinants. Enfin, des personnes vraiment qui avaient des douleurs chroniques au niveau articulaire. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes anciennes collègues au Québec, qui était acupunctrice et qui, elle, s'est mise à changer son alimentation pour d'autres raisons que ses douleurs articulaires. Pourtant, elle avait une vingtaine d'années, elle avait déjà mal. Et elle change toute son alimentation, ses douleurs articulaires s'en vont, mais comme c'était le problème secondaire, et le problème premier, lui, est parti. Et à un moment, son médecin lui a dit ce serait peut-être bien de faire une prise de sang pour voir si t'es pas allergique à ça ou au gluten ou autre, parce que ça sert à rien de t'affliger cette alimentation-là tout le temps. Donc elle a dû remanger un petit peu de gluten dans cet exemple-là pour vérifier au niveau de la prise de sang s'il y avait quelque chose. C'est en remangeant du gluten qu'elle s'est rendue compte que toutes ses douleurs articulaires revenaient. Donc c'est a posteriori en fait qu'elle s'est rendue compte que ça avait disparu en remangeant des aliments dont elle ne mangeait plus depuis des années. D'accord. L'impact est hallucinant. Alors comment est-ce que vous, Loïc, vous prenez en charge les douleurs d'origine inflammatoire et les douleurs liées à la dégénérescence mécanique ? La première chose, c'est l'alimentation. Donc ça, je viens de le dire, souvent on est dans un régime hypotoxique qui ressemble à ça, de manière déjà à voir, entre deux consultations, comment réagit le corps. Parce que y a des personnes chez qui on va avoir une réduction de 10-15%, mais c'est pas suffisant. Par contre, il y a des gens chez qui on a une réduction de 100%. Donc une fois qu'on a fait ça, là on va pouvoir travailler déjà avec l'activité physique. Alors, mais sur l'alimentation, déjà, qu'est-ce que vous conseillez ? Le régime hypotoxique. Donc pour moi, déjà, on enlève les grands méchants qui sont gluten, produits laitiers, maïs, arachide et soja. Déjà, on peut aller plus loin que ça. Mais déjà, si on a des douleurs articulaires, qu'on essaye de faire au moins un mois et demi sans cela, de manière stricte, pour voir ce que ça donne. Après, encore une fois, on peut aller plus loin. Ensuite, l'activité physique, il ne faut pas la négliger, parce que dans certaines douleurs articulaires, on pense à l'arthrose, eh bien, c'est important d'hydrater ces articulations. Et en fait, on va les hydrater comment ? En poussant les articulations dans ses extrémités. Ça ne veut pas dire de faire le grand écart demain, Philippe, je vous vois déjà. Non, mais c'est parce que souvent, quand vous avez de l'arthrose, c'est douloureux, donc vous n'êtes pas du tout poussé à faire de l'activité physique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut le faire, mais sans jamais avoir mal. Quand je dis bouger ses articulations dans les extrémités, ça ne veut pas dire d'aller au maximum. Ça veut dire d'aller au maximum de ce que l'on peut faire sans avoir mal. Parce qu'en fait, en faisant ça, pour vulgariser, il va y avoir un système d'hydratation de son articulation. Donc bouger reste important, mais tout en respectant sa physiologie, ses douleurs et en ne se faisant surtout pas mal. Donc des sports, le Qigong est extrêmement doux, mais ça permet d'avoir du mouvement quand même. Comment vous hydratez vos articulations ? En les bougeant, déjà. C'est comme ça qu'on les ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a un mécanisme, il y a du liquide synovial, donc c'est ce qui se trouve à l'intérieur, c'est notre lubrifiant articulaire, on va dire ça comme ça. Et en fait, le fait de bouger son articulation, il va y avoir plus de liquide sécrété. Donc l'articulation va être plus mobile. Après, on peut aussi utiliser certains suppléments. On peut penser au collagène, par exemple. Le collagène, on est déficitaire en collagène. Plus on avance en âge, moins le corps en produit. Le collagène, c'est ce qui garde l'intégrité des articulations, de la peau, de tous les tissus qu'on va dire tissus conjonctifs. Donc là, ça c'est pareil. On peut prendre ça. Alors, vous le prenez sous quelle forme, le collagène ? Alors, le collagène, souvent, c'est de la poudre. C'est à prendre en poudre qu'on met dans un verre d'eau chaude. Astuce, parce que moi je l'ai toujours pris dans de l'eau froide, ça fait des gros pâtés, ça colle, c'est dégueu. Mais par contre dans de l'eau chaude, ça se dilue très très bien dans un café ou dans un thé, et on peut prendre ça le matin ou le soir, ça, il n'y a aucun problème avec ça.
Quels sont vos aliments, Loïc Ternisien, aux propriétés anti-inflammatoires ? Vous en avez ou pas ? Oui. Parce que vous avez dit ce qu'il fallait pas, mais qu'est-ce qu'il faut ? Ah bah oui, mais ça c'est sûr. On fixe toujours sur ce qui va pas. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Les petits poissons gras. Les petits poissons, mangez des oméga 3 s'il vous plaît, tout ce qui va être riche en oméga 3, on pense au maquereau, on pense à la sardine, tous ces petits poissons qui, oui, sont un peu forts, sont excellents parce qu'ils vont être source d'oméga 3. Et petite astuce, quand vous achetez le poisson, qu'il est en conserve, ne jetez pas l'huile dans laquelle il est mariné, parce que les oméga 3 du poisson vont se mélanger avec l'huile. Donc si vous jetez l'huile, vous jetez une partie des oméga 3 du poisson. Donc gardez votre huile. Qu'est-ce que vous allez en faire de l'huile alors ? Une petite sauce, si on le mange. Bien gras en plus. Bien gras. Mais oui, mais le gras c'est la vie. Et puis en plus c'est anti-inflammatoire. Ouais. Donc on va manger ça. On peut manger des noix, on peut manger des amandes, on peut manger des huiles végétales riches en oméga 3. Tout ça va aller dans le sens de l'anti-inflammatoire. D'accord. Quels sont les autres amis de nos articulations en termes d'aliments ? Alors, on peut aussi consommer des aliments qui vont être amers, puisqu'ils vont travailler sur le foie. Et ils vont travailler en fait sur la détox au niveau de l'organisme. Et en fait, quand on a des... Alors, pour vulgariser, dans certains types de douleurs articulaires et de rhumatisme, on va avoir des petits cristaux qui vont se former. On peut penser à la goutte, par exemple, qui est aussi un rhumatisme. Eh bien, il va falloir permettre au corps de dissoudre ces cristaux et de les éliminer. Eh bien, si on mange amer, eh bien, on va permettre au foie de faire ce travail-là, ou alors on peut manger des plantes comme du pissenlit, qu'on peut prendre en infusion, mais qu'on peut aussi manger, qui va aider l'organisme et les reins à éliminer tout ça. Alors, manger amer, c'est, j'imagine, des endives. Endives, cresson, tout ce qui va avoir artichaut, tout ce qui a un bon goût bien amer. Ouais. C'est la saison des endives, je crois. Non. Non, enfin pas encore. Ça ne saurait tarder, mais en tout cas. Tout ce qui est amer, donc artichaut, endives. Tout ça va être excellent pour les articulations. Bien. Et pour le foie au passage. Alors, vous dites qu'il faut privilégier des aliments riches en vitamine K. Alors, j'en connaissais pas mal des vitamines, mais je ne connaissais pas la vitamine K. Alors, qu'est-ce que vous appelez, vous, la vitamine K, Loïc Ternisien ? Alors, c'est un type de vitamine, déjà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle va être intéressante pour assimiler la vitamine D. Donc en fait, les autres aliments, donc on a les oméga 3, on a les aliments riches en vitamine D que l'on peut retrouver là aussi souvent dans les petits poissons et dans d'autres types d'aliments, et surtout dans un aliment que notre peau consomme, c'est le soleil. Et pour pouvoir être bien assimilé, quand on consomme des oméga 3, c'est d'être associé avec du magnésium et de la vitamine K. Donc la vitamine K, de mémoire, on va bien la retrouver dans certains légumes verts. Et quand on associe les deux, on a plus de magnésium, plus de vitamine K, plus de vitamine D. Et tout ça va permettre de fixer le calcium que l'on va rajouter aussi dans son alimentation au niveau des articulations. Alors, il y a aussi des épices aux vertus anti-inflammatoires. Quasiment toutes, en fait. Les épices sont vraiment, vraiment réputées pour avoir plein de propriétés médicinales intéressantes. On pense au curcuma, par exemple. Le curcuma est un anti-inflammatoire reconnu parce qu'il contient de la curcumine. Par contre, la curcumine, elle va être... pour pouvoir bien l'extraire, pour qu'elle soit efficace, il faut que le curcuma soit pris avec de l'huile, parce que c'est l'huile qui va permettre d'extraire la curcumine pour qu'elle soit efficace. Donc quand vous prenez du curcuma, déjà, il faut en prendre une certaine quantité si vous la mangez dans l'alimentation, vous y mettez de l'huile, et il y a certains écrits scientifiques qui disent qu'il faut rajouter aussi de la pipérine, donc un petit peu de poivre, mais là encore, il y a un débat là-dessus, pour que ce soit bien assimilé. Alors, quelle quantité ? Quand vous dites qu'il faut en prendre une certaine quantité, c'est quoi ? C'est une cuillère à café, plus une bonne cuillère à café. On va parler de à minimum 2-3 grammes. De mémoire, le chiffre, c'est à peu près 7 grammes dans la journée. Ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre la curcumine sous forme de complément alimentaire. Alors, bien sûr, les aliments fermentés. Ça va alimenter notre microbiote. Et notre microbiote, on le sait maintenant, il y a des études qui ont montré le lien entre le microbiote intestinal et donc les maladies inflammatoires chroniques de type rhumatismal, on pense à la spondylarthrite ou même l'arthrite, mais il y a même de nouvelles études qui montrent que les personnes qui ont tendance à faire de l'arthrose manquent de certaines bactéries au niveau de leur microbiote intestinal. D'où l'important de toujours en fait avoir ce bel équilibre au niveau du microbiote. Et ça, on va faire comment ? Oui, une alimentation variée, mais aussi en mangeant des aliments lactofermentés, parce qu'on va réensemencer des bactéries dans notre système digestif. Alors, lactofermenté, c'est-à-dire le chou de la choucroute. C'est ça, c'est tous les légumes qui vont être fermentés, comme la choucroute, ça en est, et on peut faire le même principe pour tous les légumes finalement. Donc, pas de laitage. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a toujours dit que c'était le calcium, c'était bon pour les os. Alors là, oui, mais il faut qu'il soit bien assimilé. Et dans les produits laitiers, il n'est pas, contrairement à ce qu'on nous dit, il n'est pas aussi bien assimilé que dans des sources végétales ou des compléments alimentaires.
produit laitier en plus a tendance à être inflammatoire. Donc en général, quand on a des douleurs articulaires, on nous dit de consommer des produits laitiers, mais souvent par expérience, et ce que disent certaines études, c'est quand on les arrête, il y a plus de résultats, ça améliore la condition. Donc faites le test. Et quand on parle de produits laitiers, est-ce qu'on parle de fromage aussi? Oui, on parle de tout ce qui contient du lait, mon cher. Donc même les fromages. Ouais. Mais ça ne veut pas dire encore que c'est à vie. Il faut toujours trouver ce qui va avoir un impact sur nous. Donc si on prend tous les produits laitiers de la Terre, qu'on les consomme tous, on les enlève tous. Mais ensuite, si on voit une amélioration notable de notre condition, on va réintégrer et on va voir qu'est-ce qui va jouer sur nos articulations. Si on voit qu'on peut en consommer du fromage sans aucun problème, mangez-le. D'accord. Et quand on parle de réintégration, on le fait à quel rythme? C'est-à-dire qu'on réintègre aliment par aliment, classe d'aliments par classe d'aliments, comment on fait? Plutôt classe d'aliments par classe d'aliments. C'est-à-dire que quand admettons, vous avez enlevé les 5 que j'ai cités tout à l'heure, donc les produits laitiers, le gluten, le maïs, les cacahuètes et le soja, si vous remettez tout d'un coup, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui va avoir un impact. Mais par contre, peut-être commencer par les fromages de chèvre et de brebis. Vous consommez par ça pendant 1-2 semaines et vous voyez ce que ça donne. Si tout va bien, vous savez, bonne nouvelle, que vous pouvez continuer à en manger. On réintroduit les fromages frais d'abord. Et de petits animaux. Avec Loïc Ternisien, qui est notre invité, naturopathe et énergéticien. Il a sa collection chez J'ai lu maintenant, En finir naturellement. Et aujourd'hui, c'est avec les rhumatismes dont on parle ce matin. On parlait hors antenne de vitamines, puisqu'on parlait tout à l'heure de la vitamine K. Je vous parlais de la vitamine D. La vitamine D, vaut mieux la prendre quotidiennement plutôt qu'en ampoule. On sait pourquoi? Explique-moi pourquoi. Alors ça dépend. Lorsqu'on est vraiment très carencé, souvent les médecins, parce que la vitamine D c'est de l'ordre du médecin, faut bien avoir des analyses médicales pour bien s'assurer qu'on n'en ait pas trop, parce que trop c'est aussi dommageable que pas assez. Quand on prend une ampoule de vitamine D, on va avoir un gros pic de vitamine D, donc ce que le corps va devoir traiter, ce qui est un peu intense. Mais en général, au bout de 3 semaines, il n'y a plus rien. Alors que prendre de la vitamine D tous les jours sous forme de complément alimentaire, c'est beaucoup plus physiologique et beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant. Oui, c'est pas un shoot tout d'un coup et. C'est plus en adéquation avec le métabolisme et surtout sur la durée. En fait, on voit que nos réserves elles vont perdurer parce que sinon, l'ampoule, les stats le montrent. 3 semaines après, il n'y a plus rien. Alors, on parlait tout à l'heure de la façon de s'alimenter en cas de rhumatisme. Vous évoquez la question du régime sans lectines. Alors, où est-ce qu'on les trouve, les lectines ? Alors, les lectines, c'est une protéine. Ce sont des protéines que l'on va retrouver à l'intérieur des végétaux, principalement donc des graines, des fruits, de tout ce qui va avoir une graine à l'intérieur. En fait, pour imager ça, vous imaginez que la lecture, c'est le système de défense de la maman plante pour faire en sorte qu'on ne mange pas ses bébés. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire en sorte que si le prédateur mange le fruit avant maturité, qu'il s'en souvienne. Et donc, il y a une altération en fait de ces protéines-là qui, en fait, ça va avoir une action sur le système digestif, le système nerveux du prédateur. Il y a même des lectines. La ricine est une lectine que l'on trouve dans l'huile de ricin. Elle est quand même mortelle, celle-là. Le gluten est une lectine qui a un impact sur le corps. Et en fait, certaines personnes vont être très sensibles aux lectines. Et comment savoir si vous l'êtes ? Il y a quelques légumes qui passent pas chez les gens qui supportent pas les lectines. Ça va être tous les cucurbitacées, les courges, les concombres, les courgettes et tout ce qui est des pépins en fait. Et les solanacées. Les faux légumes. Les solanacées, donc la tomate, le poivron, parce que nos grand-mères, elles le savaient. Nos grand-mères, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles enlevaient la peau de la tomate et elles enlevaient les pépins pour pouvoir mieux les digérer. Poivron pareil d'ailleurs. Poivron pareil. Et donc c'est souvent là qu'on va retrouver des lectines. L'avantage c'est que si on pèle le légume, si on le cueille à maturité, si on le cuisine bien, normalement il n'y en a plus beaucoup après. On parlait d'hygiène de vie tout à l'heure, vous proposez votre protocole d'hygiène de vie clé en main. Oui, il y a tout à l'intérieur pour... c'est la base. Il y a la partie où chacun fait ce qu'il veut, mais pour faciliter la tâche quand même, je vous donne le protocole de rééquilibrage alimentaire et un protocole général avec quelque chose à mettre en place dans le quotidien pour déjà améliorer son terrain. Alors, quel complément alimentaire, Loïc, conseillez-vous pour équilibrer le système ostéo-articulaire ? Alors, là aussi, il y en a plein, il y a plein de types de vitamines, etc. Moi, ce que je retiens souvent dans mes consultations, quand j'ai quelqu'un qui a des rhumatismes, c'est le MSM. C'est un complément alimentaire qui va agir au niveau des articulations. De mémoire, c'est un composé soufré, mais là aussi, je peux me tromper parce que je ne retiens que l'acronyme, qui est excellent pour les douleurs articulaires. Alors, en règle générale, MSM. Oui, et pas MSN comme le chat de l'époque. MSM est hyper intéressant quand on a des douleurs. En général, on voit vraiment quasiment disparaître les douleurs. Ce qui va être intéressant aussi, c'est la vitamine C. On l'oublie souvent, mais la vitamine C participe
au niveau de la formation du collagène. Et donc, quand on prend du collagène et de la vitamine C, donc les deux compléments, c'est aussi super intéressant. La silice aussi. Silicium organique, le silicium organique qui va être très intéressant, c'est quand on se masse avec au niveau des articulations. C'est très intéressant quand on a mal. Ou alors l'argilothérapie, les cataplasmes d'argile. Je suis parti un petit peu plus loin. Vous parliez des vitamines, mais j'étais loin. J'étais parti, mais on va revenir sur l'argile parce que c'est vrai qu'il y a un vrai... Il y a un vrai intérêt justement à utiliser l'argile, mais sur les compléments alimentaires, donc là on est donc MSM, c'est ça qu'il faut. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là je le retiens particulièrement. On peut penser aussi au magnésium, évidemment au calcium. On a parlé de la vitamine D aussi. Calcium. Alors, faut bien s'assurer, là aussi, enfin, c'est plus la vitamine D, bien s'assurer au niveau des prises de sang quand on a le bon taux, parce qu'en fait, si on a trop de vitamine D, on peut avoir trop de calcium, et donc là, ça peut être un petit peu plus problématique aussi au niveau des articulations. Donc là, il faut un bon suivi médical. Alors, vous êtes un herboriste également. Quelles sont les herbes les plus efficaces ? Quelles plantes pour nos articulations ? Il y en a une que toutes les grand-mères connaissent, en plus ça vient de mes montagnes, que toutes les grand-mères connaissent, c'est l'arnica. L'arnica en macérat huileux, on ne va pas la prendre en interne, on la prend en macérat huileux. Donc, soit pour les personnes qui veulent le faire, peuvent le faire chez eux. Donc, on fait macérer de l'arnica dans de l'huile. Soit ça s'achète très bien en pharmacie. Et en fait, cette macération huileuse d'arnica va avoir vraiment un impact au niveau inflammatoire et réparateur. On a tous mis de l'arnica si on avait un petit bobo, un petit donc en massage directement sur l'articulation. Directement sur l'articulation. On peut aussi utiliser la consoude. Là, ça va être une plante. La consoude, elle porte bien son nom. On va bien l'utiliser en fait quand on va avoir elle est très intéressante lorsqu'on a des fractures, mais aussi en cas d'ostéoporose, parce qu'en fait, elle va permettre de solidifier les os. Là, c'est pas nécessairement sur l'articulation, mais c'est si on se retrouve avec, si on sait qu'on a de l'ostéoporose dans certaines parties, on peut masser avec la consoude. Ou si on a des petites ruptures au niveau articulaire, des petites cassures du poignet, on peut s'amuser avec celle-là. Et par contre, pour l'interne, et là aussi la consoude, c'est en massage, et par contre en interne, on peut travailler avec toutes ces plantes qui vont permettre d'éliminer les cristaux. Je parlais du pissenlit tout à l'heure, le pissenlit va être super intéressant dans ce cas-là. Après, il y en a plein de l'ortie aussi, parce qu'on va aussi penser aux plantes qui sont minéralisantes. Parce que là aussi, notre système ostéo-articulaire va avoir besoin de minéraux pour pouvoir se construire. La prêle va être cool, l'avoine fleurie va être cool, l'ortie va être cool. Et ça, c'est des cures qui peuvent être faites sur 6 semaines, 8 semaines, puis on change de plante, on peut alterner. On peut prendre l'ortie, puis ensuite on prend la prêle, et puis on revient à l'ortie, puis ensuite on passe à l'avoine, par exemple. Il y a les protocoles dans votre livre. Tout est clé en main. Si on a de l'arthrose, de l'arthrite, tout ça. Si vous n'avez pas envie de réfléchir... Des lombalgies. Oui, les lombalgies, on va commencer par se détendre. Et là, pour le coup, quand on a vraiment des lombalgies, on peut commencer par le magnésium ou des plantes qui vont nous relaxer pour justement faire en sorte de détendre les muscles. Donc, on peut penser à même certaines huiles essentielles en massage sur la zone. Avec l'arnica, là aussi. Ouais, alors les huiles essentielles, justement, on n'en a pas encore parlé. Quelles sont vos huiles essentielles les plus efficaces pour soulager les troubles du système ostéo-articulaire ? On peut penser à la Golterie. La Golterie, c'est celle qui a cette odeur de sportif, parce que elle est souvent dans les mélanges pour les sportifs. Elle sent le vestiaire. Elle sent le vestiaire, tout à fait. La bonne odeur de vestiaire, pas l'autre. Donc celle-là, hyper intéressante. On peut penser aussi à l'eucalyptus citronné, qui est anti-inflammatoire. Les deux sont anti-inflammatoires. Alors attention, il y a des contre-indications pour les huiles essentielles, donc vaut mieux les vérifier. Je pense par exemple à la Golterie. Si on a une réaction ou une allergie à l'aspirine, on va éviter de la prendre, celle-là. Mais il y en a aussi pour l'eucalyptus citronné, donc pensez à bien regarder les contre-indications. Dans le livre, il y a les monographies et tout ça. Et ça, c'est des huiles essentielles qu'on va utiliser en massage. Là aussi, on va utiliser directement sur la zone, de manière à pouvoir la réchauffer et atténuer la douleur. Stimuler votre nerf vague. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour stimuler son nerf vague ? On chante, on fait des gargarismes, on s'expose au soleil, on rigole, on prend des douches froides. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il y a plein. En fait, on fait le son home. En fait, on peut, pour bien retenir, en fait, si on a envie de faire quelque chose de simple pour activer son nerf vague, on essaie de faire vibrer sa gorge. Donc tout ce qui va faire vibrer les cordes vocales va activer le nerf vague. Après, la méditation va activer le nerf vague. Encore une fois, l'exposition au soleil active le nerf vague. Il y a plein de choses à faire pour être zen. J'ai envie de faire un Bouddha de vous. Ah, mais je suis déjà un Bouddha.
J'ai commencé par être un boudin et puis maintenant je suis un Bouddha. On parlait de l'argile tout à l'heure et de l'argilothérapie qui revient en force et qui fait aux propriétés, vous nous l'avez dit, médicinales de l'argile. Alors l'argile, c'est en externe et en interne. Ouais. Alors, ouais. Oui, parce qu'en fait, l'argile, alors en interne, si vous n'êtes pas habitué à utiliser l'argile, vous n'allez boire que l'eau d'argile. Comment on fait ? On prend une cuillère à café d'argile avec une cuillère en bois. On prend de l'argile surfine, de l'argile en poudre. Donc ça, vous trouvez ça dans tous les magasins bio ou les magasins autour de vous. Vous allez remplir un verre d'eau filtrée. D'accord. C'est l'eau qui est filtrée. Vous allez déposer avec la cuillère en bois, c'est important, l'argile dessus. Vous laissez poser toute la nuit et le lendemain matin, vous buvez que l'eau. Vous mangez pas l'argile. Si, pour quelqu'un d'habitué, on peut manger l'argile après. Mais ne buvez déjà que l'eau parce que c'est très minéralisant. Et alors pourquoi il y a des contre-indications à prendre l'argile ? Ah oui, les argiles, si vous prenez des médicaments, vous évitez de prendre les médicaments dans 2 à 3 heures autour de l'argile. Donc l'argile, c'est tout seul. On ne prend pas de médicaments avec parce que ça va aspirer le médicament et donc aspirer ses propriétés. Donc on va essayer d'éviter. Donc ça, c'est en externe. Et en interne, c'est le fameux cataplasme d'argile qui est anti-inflammatoire. Et donc en interne, vous avez les minéraux. Et en externe, vous faites votre cataplasme de manière à pouvoir réparer votre articulation. Et là aussi, c'est ultra efficace et c'est utilisé depuis des milliers d'années. Regardez, même les animaux, ils se roulent dans l'argile. Alors, il y a d'autres thérapies que vous utilisez, par exemple la thérapie par la lumière rouge. Bon. Ça, je pourrais faire une émission juste là-dessus, tellement c'est efficace. C'est de plus en plus étudié. Et pour les douleurs ostéo-articulaires, il y a différents dispositifs. J'en parle sur mes réseaux sociaux. Et en fait, c'est de mettre de la lumière rouge dans la zone. Et en fait, la couleur rouge et la longueur d'onde rouge ou infrarouge va permettre la réparation des tissus, baisser de l'inflammation. Et là aussi, c'est un truc que je recommande de plus en plus à mes consultants parce que ça a un impact, oui, sur les articulations, mais aussi sur le système au complet. Combien de personnes ont une belle peau quand ils font de la lumière rouge ou arrêtent de perdre leurs cheveux ? C'est formidable. C'est vraiment, vraiment une approche que j'adore. Ça marche sur la perte des cheveux ? Ouais. Mais maintenant, c'est devenu un business. Mais... Bon, ouais, non, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de machines qui maintenant sont vraiment devenues un business. Mais par contre, c'est hyper efficace. Ça, c'est certain. Il y a des médecins que je connais qui l'utilisent et qui le recommandent à leurs consultants. Bien. En tout cas, vous trouvez une fiche Remède Express par pathologie. Ouais. Donc, si vous nous écoutez, voilà. Par bobo. Voilà, vous regardez et vous avez la fiche. Je rappelle, Loïc, que vous êtes co-organisateur du Congrès des États élargis de conscience. Donc, c'est du 9 au 13 octobre. Donc, un ensemble de conférences en ligne avec des spécialistes. Donc, il faut s'inscrire pour participer et voir l'ensemble des conférences. Tout à fait. On s'inscrit en ligne. Et on rappelle que l'objectif de cette conférence, c'est de permettre, en fait, c'est pour tous les curieux de la conscience, toutes les personnes qui ont vécu des expériences extraordinaires ou que le sujet intéresse, d'essayer de justement apporter plus de science et de compréhension sur ces divers phénomènes. Loïc Ternisien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous réécouterez l'émission sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez également la vidéo sur la chaîne YouTube. J'ai vu, il y a plein de caméras maintenant. Il y en a de plus en plus. Là, j'ai l'impression d'être dans une salle de ciné. L'agent Fofo nous a mis des moyens, mais alors de fou aujourd'hui. Là. Merci d'avoir été avec nous, Loïc. Merci, c'est toujours un plaisir. Notre naturopathe et passez une très belle journée santé mais naturelle sur Beurre FM.